épisode Histoire fantastique. Afin de profiter de l'ambiance du récit, nous vous suggérons de l'écouter à l'aide de votre casque. Et surtout, n'ayez pas peur. Vous écoutez Au-delà de l'enfer, épisode 2. Une histoire inspirée de faits réels et écrite par Cyril Bayis. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est la porte principale. Ah, c'était le vent. À un moment donné, j'ai bien eu peur que... Non. Bon, maintenant il va falloir que je vérifie la chambre commune. La pièce a l'air normale. Les 3 lits sont défaits. La bibliothèque est là avec les livres. Sur la mer, sur Moby Dick. Des bougies. Ah, il y a aussi la Bible. Et sur les tables de chevet, des affaires personnelles. Une pipe posée dessus, elle a été fumée. Du tabac est encore visible. Des cigarettes sont posées sur une table. Des verres, un jeu de cartes. Ah bah ils ont dû jouer une partie de poker apparemment. Et sous les matelas, qu'est-ce qu'on a? Ah, une bouteille de whisky. Elle appartient à James Ducat. Le lit de MacArthur. Alors, un magazine affichant des gravures de demoiselles en petite tenue sexy. Que va nous révéler le lit de Thomas? Un carnet noir portant son nom. En découvrant le carnet, Muirhead s'assied sur le bord du lit et commence à lire son contenu. Il indique que c'est la première fois qu'il travaille dans ce phare et qu'il est fier de vivre cette expérience. Son carnet semble être un second relevé de ce qu'il se passe dans le phare, avec son propre ressenti. Alors Thomas, que dit ton carnet? James Ducat n'est pas très bavard. Apparemment, Ducat mène le bal dans l'équipe. Normal, c'est le plus vieux, donc il a le plus d'expérience. Jour 11. Ducat est bizarre aujourd'hui. Il n'a pas parlé toute la journée, il marmonne souvent. Jour 12. Ducat se lève en pleine nuit alors qu'il n'est pas de quart. Et de notre côté, on ne sait pas où il est passé. Jour 13. Durant la nuit, je suis réveillé par Ducat, habillé de son ciré et complètement trempé. Il se tient à la tête de mon lit et me fixe sans dire un mot, juste au-dessus de moi, le regard comme un fou. Il part sans rien dire. Ah, il me fiche la trouille. Jour 14. Au petit déjeuner, tout le monde est silencieux. Je sens que MacArthur est inquiet du comportement de Ducat. Jour 15. Rien de spécial, mais il règne une ambiance très lourde au sein de l'équipe.
Jour 16. Cette nuit, je suis réveillé par des bruits de pas lourds dans le couloir. J'entr'ouvre la porte de la chambre commune et j'aperçois Dukas, pieds nus, errant dans le phare d'un air hagard et parlant tout seul. Il descend jusqu'à la porte du phare. Jour 18. MacArthur convoque Dukas pour lui parler de son comportement étrange. Mais Dukas reste silencieux un long moment, puis finit par dire qu'il ne trouve pas le sommeil ces dernières nuits. Jour 19. Cette nuit, j'entends des sanglots étouffés provenant de Dukas lorsqu'il est en quart. MacArthur fait mine de ne pas s'en soucier, mais je le vois tiraillé par le comportement étrange de Dukas. Jour 20. Puis une grosse tempête s'approche de la côte. Elle devrait arriver cette nuit. Et je me réjouis vraiment pas avec l'ambiance qui règne ici. Jour 21. Durant la nuit, la tempête arrive. L'océan gronde autour de nous. Dukas descend plusieurs fois pour vérifier que la porte de l'entrée du phare est bien fermée. Et son regard est inquiétant. Incident effrayant cette nuit. Un bruit d'enfer me réveille comme si quelqu'un martelait la porte du phare. La tempête fait toujours rage au dehors. Je vois Dukas descendre rapidement les escaliers pour s'arrêter devant la porte de notre chambre, le regard inquiet, et il descend jusqu'en bas pour vérifier la porte à nouveau. Jour 23. Ah, cette tempête ne va donc jamais s'arrêter. Tout le monde est inquiet. Chacun fait un quart pour vérifier le matériel et le phare. On tente d'observer au loin, mais rien. Pas de bateau en détresse, heureusement. Cette nuit, je suis de quart et j'entends un énorme martèlement contre la porte du phare, à plusieurs reprises. En descendant les escaliers, je croise MacArthur, puis Dukas, qui en a laissé tomber sa chaise dans la pièce à vide. Tous les deux sont interloqués par les coups provenant de la porte. Dukas m'arrête d'un geste de la main. Attends Thomas, n'ouvre pas cette porte. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Attends, Dukat, je comprends pas. Il y a quelqu'un à l'extérieur. Oui, c'est comme si quelqu'un insistait pour qu'on lui ouvre la porte. Surtout pas. C'est ce qu'ils attendent de nous, ouvrir la porte. Mais qui il? Les disparus. Croyez-moi, ce phare est maudit. N'ouvrez pas cette porte, par pitié. Mais pourquoi cette peur? Il y a 20 ans, j'étais gardien dans ce même phare. C'était un soir de tempête, comme celle-ci. Des coups sur la même porte, assourdissants. Marcus, mon coéquipier, était persuadé qu'il y avait quelqu'un ayant besoin d'aide à l'extérieur. Il s'est engouffré dans la tempête, seul. Et au loin, ce que j'ai entendu, jamais je n'aurais voulu l'entendre, des cris abominables, inhumains. Je suis resté pétrifié de peur. Dans mon rapport, j'ai indiqué que Marcus avait été happé par une vague. Et depuis tous ces soirs que je le vis dans la peur. Je redoutais revenir ici, mais le scénario se rejoue devant moi. Et cette fois, c'est mon tour. Marcus vient me rechercher. Désolé, Dukas, je vais en avoir le cœur net. Thomas, suis-moi. Désolé, Dukas. Les martèlements ont cessé, nous restons silencieux. Dukas, pétrifié, ose à peine bouger. La porte est toujours fermée par le loquet principal. MacArthur s'habille rapidement de son ciré de marin, ce que je fais également. Dans un échange de regards, nous décidons d'ouvrir le loquet pour en avoir le cœur net. Dehors, la tempête gronde toujours. Je rêve. On dirait qu'il y a quelqu'un près du débarcadère. C'est Marcus. MacArthur s'empare d'une lampe et sort dans la tempête. Dukas est descendu, habillé d'un ciré lui aussi. Il prend avec lui une lampe tempête et rejoint MacArthur dans cette déferlante qui ne cesse de gronder au dehors. Referme cette porte. Ne l'ouvre que si tu es sûr que c'est nous. Tu m'as compris? Mais Ferme cette porte. j'acquiesce et referme la lourde porte derrière lui. En
En observant la porte fermée, je me rends compte que la paroi de métal est enfoncée à certains endroits. Impossible que ce soit les vagues qui ont abîmé la porte comme ça. On dirait plutôt des impacts comme si on avait utilisé un lourd marteau. Mais alors ces coups, qu'est-ce que c'était? Ah, Duca avait raison. Il faut que je les prévienne. Je saisis une lampe tempête et rejoins ce cauchemar. Ah, mais j'y vois rien. J'espère que je vais les retrouver. J'aperçois leur lampe. Ah, je peux pas les appeler, le vent est contre moi. Oh non! Ah mon Dieu, ces cris! Ils ont disparu dans les vagues! MacArthur! Du temps! Thomas scrute frénétiquement les eaux noires. Du temps! Mais seul le fracas des vagues lui répond. MacArthur et Duca se sont évanouis dans l'obscurité, engloutis par la mer impitoyable. Après ce qui semble une éternité, transi et désespéré, il se résigne à retourner au phare. Chaque pas est une lutte contre le vent qui menace de le renverser. La réalité de la situation le frappe de plein fouet. Il est seul. Ses compagnons ont disparu, probablement morts, et il est isolé dans ce phare, au milieu d'une mer déchaînée. Trempé jusqu'aux os et glacé jusqu'à la moelle, il dépose son ciré de marin dans la pièce à vivre. Il monte lentement les escaliers. Chacun de ses pas résonne dans le phare vide, un rappel sinistre de sa solitude. Il atteint le poste de commande, où le journal de bord l'attend. Au dehors, la tempête se calme enfin. Thomas ne sait pas quoi écrire dans le journal. Il hésite longuement. La tempête est terminée. La mer est calme. Dieu est au-dessus de tout. Non, c'est impossible. Duca. Thomas, MacArthur. ouvre-nous par pitié. Paralysé par la peur et le doute, il doit faire face à un choix impossible. Ouvrir la porte à ceux qui pourraient être ses camarades miraculeusement sauvés, ou rester enfermé, se protégeant de ce qui pourrait être une ruse de force qu'il ne comprend pas. En repensant à ce que lui a dit Duca avant de quitter le phare,
La situation le fait douter. Allons, Thomas, cesse de nous faire attendre comme ça. Comment ont-ils pu s'en sortir? Les vagues sont tellement énormes dehors. Allons, Thomas, ouvre-nous maintenant. Non. Non, je ne vais pas ouvrir. Quelque chose cloche. Ouvre-nous. Ce n'est pas du cas. Ni MacArthur. Oh non. Ils vont défoncer la porte. Il remonte les escaliers, apeuré. Ce ne sont pas les personnes qu'il a connues auparavant. Ce ne sont pas leurs voix. Impossible qu'il s'en soit sorti après ce qu'il s'est passé dehors. Il reprend ses esprits et se précipite dans la chambre commune pour récupérer son carnet. Il écrit rapidement ce qui vient de se passer, les coups, les voix qui ne sont pas celles de Dukas ni de MacArthur. Il décrit les détails sur leur disparition en mer, une lame de fond qui les a emportés près du débarcadère, son retour au phare et ce qui se passe à l'instant. Pendant ce temps, les bruits sourds continuent jusqu'à ce que la porte cède sous les coups assourdissants. Il s'empresse d'écrire une dernière phrase dans son carnet et le place sous le matelas de son lit. Il quitte la chambre et monte jusqu'au sommet du phare. Muirhead, assis sur le matelas, lit à haute voix. La porte a cédé, je les entends. Il est trop tard pour moi, Thomas. Quelle histoire de dingue. Une chose est sûre, Dukas savait très bien ce qui se passait sur ce phare. Non, je ne pourrai pas remettre mon rapport sur ce que j'ai lu dans ce carnet. Les gens ne comprendront pas et avec les croyances de la population de la région, ce ne sera pas bénéfique pour nous. D'ailleurs, est-ce que le contenu de ce carnet est vrai ? 3 gardiens se sont fait emporter par une vague lors d'une tempête. C'est ce que l'on retiendra de cette histoire. Paix à leur âme. Ça va? Vous vous en êtes sortis? Alors si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous à notre podcast sur Spotify, Apple Podcast, YouTube Music, Audible et SoundCloud. N'hésitez pas à envoyer un commentaire sur studiozekiko.ch. Et à très bientôt pour de nouveaux épisodes d'Histoires fantastiques.